que ce qu'on est en train de vivre là, c'est une ligne de séparation qu'on avait un peu tous à nos têtes entre le nord et le sud qui est en train de bouger grandement. Il y a beaucoup de réalités du sud qui sont en train d'arriver dans le nord, hein, avec des degrés qui ne sont pas les mêmes, sans doute. Quoique, quand je passe tous les matins devant les camps de Rome en Seine-Saint-Denis où j'habite, ben, si on prenait la photo et si on me montrait un bidonville d'Afrique du Sud, je ne sais pas si je serais capable de faire la différence. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a à la fois à aller vers plus de solidarité internationale, mais on voit bien qu'on est appelé à inventer un modèle qui permettra de faire ça de telle manière que ça dure. Le processus d'éducation au développement, ça porte cette particularité de ne pas être un processus qu'on porte pour d'autres, et uniquement pour d'autres, on le porte pour nous-mêmes et pour d'autres. Et c'est pas... comment vous dire ça, c'est pas anodin que de dire ça, c'est-à-dire qu'en même temps nous-mêmes on va monter un certain nombre d'animations, on va porter un certain nombre de choses, de convictions, d'interventions, de tout ce qu'on veut, mais en même temps acceptons de garder la modestie, de nous dire que là-dedans nous-mêmes on est en train de parcourir du chemin. Quoi la finalité de ce processus d'éducation au développement? La finalité c'est de faire émerger des hommes, des femmes et des hommes capables de transformer le monde, de le faire évoluer vers plus de solidarité internationale. Ça touche à la fois à une dimension individuelle. Il y a plein de gens qui évoquent le fait de changer de comportement en matière de consommation, en matière de connaissances et d'informations sur tel ou tel sujet. Donc du comportement individuel. Et puis ça touche aussi à plein d'affaires de comportement collectif. Ça combine de l'information, de la réflexion, un travail d'analyse. Ça combine des propositions d'action. Et pour dire que peut-être que concrètement, ce qu'on a en tête les uns ou les autres, moi je considère qu'il n'y a pas d'ordre préétabli. Et moi je pense que certains rentrent par l'action, je pense que certains rentrent par l'apport de fonds, je pense que d'autres rentrent parce qu'ils ont envie de développer une analyse intellectuelle, politique, c'est ça qui les passionne. Et je pense qu'on va prendre les gens dans leur parcours là où ils en sont. Voilà. Sur notre positionnement, nous, quand on est en position d'animateur en éducation et développement. Alors souvent, on a pensé qu'on ne pouvait être un bon animateur en éducation et développement que quand on savait tout, c'est-à-dire quand on connaissait la problématique sur le bout des doigts, qu'on connaissait l'analyse du CCFD à fond, qu'on était incollable sur toutes les questions, et qu'en plus on allait être capable d'amener les 4 ou 5 pistes d'action imparables à laquelle le public ne saurait pas résister. Moi je pense au contraire que, à partir du moment où on considère qu'on est nous-mêmes en démarche d'être éduqués, ce qu'on porte c'est un processus de questionnement et de réflexion. Ce que je voulais évoquer maintenant, l'éducation au développement et les outils d'éducation au développement. Toutes ces affaires-là, vous voyez, les dossiers, les jeux, les vidéos, les points. Moi d'abord, vous voyez, je viens de vous dire, l'éducation au développement, elle est un processus de réflexion. Donc j'ai presque envie de vous dire, mais vous allez me haïr si je vous dis ça, moins vous avez d'outils, plus vous allez réfléchir. Et plus on va réfléchir. C'est pas tout à fait vrai, mais ce que je cherche à dire par là, c'est que si l'outil devient premier, il est probable qu'on risque de passer à côté d'un certain nombre de choses. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais d'outils, je ne dis pas qu'on n'a jamais besoin de jeu, mais c'est un moyen de conduire un processus et ce n'est pas la finalité. Et très souvent encore, on a des échanges et des débats pour savoir est-ce qu'un bon animateur d'éducation et développement, c'est celui qui maîtrise l'outil sur le bout des ongles. Moi, j'y crois pas 2 secondes à ça. Par contre, dans un processus d'éducation et développement, il y a quand même un passage qui est de l'ordre de l'action. Il y a une invitation à agir. Puisque je vous disais tout à l'heure, notre finalité, c'est de faire en sorte qu'on construise des individus capables de changer le monde. À un moment donné, le changement, il passe par des choses concrètes. C'est de l'ordre du changement individuel, et c'est de l'ordre du changement de l'organisation de la société, donc d'actions beaucoup plus collectives. Je pense que l'éducation au développement et les processus d'éducation au développement s'ancrent profondément dans les territoires et dans les publics auxquels ils s'adressent. Le premier travail que nous avons à faire, c'est à savoir à qui on parle. Et à ne pas considérer les autres comme des ignorants des sujets qu'on porte. Moi, je considère qu'il n'y a pas d'hommes assez bêtes, et de femmes, d'ailleurs, assez bêtes, pour que quand on évoque une question de solidarité internationale, ça ne fasse pas écho à quelque chose dans sa vie. Il va être difficile auprès de certains publics d'aller parler de solidarité là-bas, alors qu'eux sont en difficulté ici. Je pense qu'il faut qu'on petit à petit, qu'on l'intègre, qu'on le... Voilà. De la même manière,
C'est très difficile d'aller parler d'agriculture en un certain nombre de lieux où les agriculteurs sont en grande souffrance en France, en leur disant il faut soutenir le Sud. Parce que ce dont ils ont besoin, c'est qu'on les aide aussi à réfléchir ici et qu'on voit comment on s'en sort ici. Comment pouvons-nous être le plus efficace en éducation au développement? Moi je trouve qu'au CCFD, depuis des années et des années, on se transmet quelque chose qu'il faut réinterroger. On se transmet l'idée que plus on toucherait de gens chaque année, plus on serait efficace. J'ai un petit doute là-dessus. Pour étayer cette réflexion, le CCFD a un certain nombre de partenaires, vous le savez. Il y a un partenaire latino-américain récemment qui fait de l'éducation dans les quartiers où la violence est forte, et qui nous faisait part de l'expérience suivante. Il nous a dit pendant des années et des années, on s'était vertué à aller faire des soirées dans les quartiers populaires, on rassemblait 50, 80, 100 personnes. Et on disait, mais attendez, mais vous ne pouvez pas vivre en violence comme ça, respectez vos frères, enfin plein de jolis messages, de belles réflexions toutes les soirées. Et il nous a dit, au bout de 5 ans, la violence était toujours à peu près la même dans les quartiers. Ça n'avait pas changé grand-chose. On s'est dit peut-être qu'on s'y prenait mal. Et il dit, depuis 3 ans, ce que nous faisons, c'est on ne veut plus voir la population de tous les quartiers. Par contre, on a repéré dans chaque quartier 7, 8, 10 personnes qui sont nos relais, qu'on forme régulièrement, beaucoup plus intensément, et il dit là, on voit des impacts sur la population locale et sur les quartiers. C'est-à-dire que même nous, quand notre association, nous ne sommes plus là sur le quartier, il y a des gens qui sont les relais, qui sont les porteurs, qui continuent à être des acteurs de paix et de non-violence sur le quartier. Mais, encore une fois, en disant ça, je ne dis pas que nous touchons trop de gens, mais je pense qu'il faut réinterroger ça, y compris dans nos pratiques d'éducation et développement.